Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Depuis quelque temps, dans l'espace public, un débat est né. C'est le débat en rapport avec la préparation des élections 2018 au Cameroun, et notamment sur la stratégie de l'opposition pour prendre le pouvoir l'année prochaine. Le débat porte justement sur les priorités. Il y en a qui estiment que la principale priorité consiste à mobiliser le peuple pour que ce peuple s'inscrive massivement sur les listes électorales, question de construire la masse critique nécessaire pour organiser l'alternance en 2018. En face, il y a ceux qui soutiennent mordicus que la question ou le seul combat qui vaille aujourd'hui au Cameroun, c'est le combat de la modification du code électoral afin d'instituer des règles claires qui permettent véritablement de prendre le pouvoir en 2018. Eh bien, ce soir, 237 le débat se propose de la parole aux acteurs pour leur permettre justement d'éclairer la lanterne des téléspectateurs sur ce sujet d'intérêt majeur, cette question qui va avoir certainement un impact important sur la vie politique dans notre pays pour les toutes prochaines années. Merci, Madame, Monsieur, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau 237, le débat ce soir, j'introduis Philippe Nanga. Bonsoir. Bonsoir et salut à tous les téléspectatrices et tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Voilà, vous êtes expert des questions électorales, vous accompagnez les processus électoraux au Cameroun et ailleurs, et vous avez pris part à pratiquement toutes les consultations électorales au Cameroun depuis pratiquement une décennie aujourd'hui à travers votre organisation, l'ONG Un Monde Avenir, et merci donc d'avoir accepté de venir échanger avec nous. Sur ce plateau également, Bruno Lombo, bonsoir. Bonsoir Duval et merci de m'avoir fait l'amitié de m'inviter sur ce plateau ce soir. Voilà, vous êtes membre du bureau exécutif du PURS. C'est une formation politique qui a des conseillers municipaux à Douala 4e, c'est à Bonabéry à Douala. Voilà, donc merci Bruno Lombo d'être venu sur ce plateau. J'introduis Cécile Jamil, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, c'est un plaisir d'être sur votre plateau. Voilà, vous êtes homme politique, conseiller municipal SDF à la commune de Douala 1er et secrétaire national aux droits de l'homme au SDF, le Social Democratic Front. Exact. Entre autres, merci d'être venu. Et j'introduis également Jean-Louis Batou, bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, vous êtes secrétaire général pour la région du littoral du mouvement 11 millions d'inscrits sur les listes électorales, c'est bien cela? Exactement. Voilà, un mouvement qui est conduit, on va dire entre autres par Cabral Libi. Merci messieurs d'être venus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous inviter à dire un mot sur une actualité brûlante. C'est ce sujet qui, je veux dire, ce fait d'actualité qui est arrivé il y a quelques minutes maintenant. C'est en rapport avec cette décision prise par la FIFA de remettre sur pied au Cameroun un comité de normalisation. On se souvient qu'il y a quelque temps, au fort de la crise à la Fédération camerounaise de football, eh bien, la FIFA avait mis en place un comité de normalisation, je crois que c'était en 2013. Pendant cette crise-là, ce comité de normalisation qui a conduit le Cameroun à la Coupe du Monde 2014, entre autres, et qui a après organisé des élections qui ont été remportées par l'équipe qui est en place aujourd'hui. Les caisses d'élections ont été contestées. Ensuite, les contestataires ont saisi les organes, les instances judiciaires. Et au bout de ce processus, eh bien, on arrive à une situation aujourd'hui où la FIFA indique que, eh bien, faute de pouvoir se mettre ensemble dans une équipe, dans un processus qu'on voulait de conciliation, eh bien, on remet en place le comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. C'est à 2 ans de l'organisation de la prochaine CAN et c'est au moment où le championnat y a démarré. Alors, Célestin Diamin, peut-être avec vous, est-ce que c'est une surprise pour vous qu'on en arrive à cette situation-là? Disons que c'est une agréable surprise, tant il est vrai que lors de la dernière rencontre à Genève, entre les différents protagonistes de cette crise, Abdourahmane, Bell et le reste, Tombiaroko, on a pensé que l'affaire était en train d'être enterrée. Aujourd'hui, je crois qu'on a mis fin à la forfaiture. Quand on sait que pendant pratiquement 2 ans, on l'avait rappelé tout à l'heure en 2014, avant 2014,
On a vu que le père Joseph, soi-disant éminent juriste, avait pris tout le temps pour écrire 2 articles qu'il n'arrivait pas à écrire, parce qu'en vérité, c'était simplement une réécriture qu'on lui demandait, et qu'on a englouti pratiquement 200 millions de francs CFA, ça fait pleurer quoi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je crois que le droit a parlé, la FIFA a fait parler son autorité, et donc il est question aujourd'hui que tout ce processus sur la base de la décision du TAS, confirmée par la FIFA aujourd'hui, soit appliqué tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est une décision qui est prise, qui met en place un comité provisoire, ça s'appelle un comité de normalisation. Ce qui est intéressant, c'est que les membres qui vont constituer plus tard ce comité de normalisation ne pourront pas être éligibles à une quelconque élection. C'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que cette décision a un effet immédiat ou pas? C'est la question qu'il faut se poser. Je crois que le plus tôt sera le mieux. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec ce comité de normalisation, on va avoir droit à des élections propres, basées sur le respect de la loi en vigueur au Cameroun, des standards... Vous avez l'air très enthousiaste avec... oui, parce qu'on avait... Parce que je dois quand même préciser qu'avant qu'on en arrive à cette décision de la FIFA aujourd'hui, il y a le comité, la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité national olympique qui avait pris la décision d'invalider ces élections-là. Absolument. Et on se souvient qu'en son époque, le ministre des Sports avait pris une décision en communiqué pour dire que cette chambre avait outrepassé ses prérogatives. Voilà. Il a fallu que les contestataires saisissent à nouveau le tribunal arbitral des sports. Exactement. Et qui a donc rendu une décision. Exactement. Et que la FIFA est en train de confirmer. Mais ça a quand même pris du temps. Oui, mais finalement, la cause est belle parce que finalement, malgré le temps que ça a pris, on arrive à une décision qui est extrêmement réjouissante sur le plan du droit. Parce qu'on ne peut pas imaginer que dans un État où il y a soi-disant la séparation de pouvoir, que l'exécutif, à travers un ministre, puisse mettre en cause une décision de justice. Parce que le comité olympique et sportif camerounais a pris une décision qui s'impose à tous. Le TAS l'a confirmé. Donc on avait invalidé tout le processus électoral depuis les ligues régionales, départementales jusqu'à l'élection nationale. Donc il n'y avait pas de raison que cette décision ne soit pas appliquée. Donc aujourd'hui, je crois que force est revenue au droit, il faut s'en réjouir. C'est la raison pour laquelle je suis enthousiaste. Mais parce que le droit a triomphé. C'est ce qu'on aimerait un peu sur le plan politique. Si l'ONU ou bien l'Union africaine pouvait avoir le même pouvoir coercitif que la FIFA pour ce qui concerne le football. Je crois qu'aujourd'hui, M. Biel ne serait plus au pouvoir. Sauf que dans le cas du foot, il s'agit d'une fédération qui s'est affiliée librement à une organisation. Je vais dire que dans le sens d'être un membre... Quand vous affiliez librement... Alors que dans le cas du Cameroun et de l'ONU, il y a le principe de la non-ingérence, du principe de souveraineté, qui peuvent être... il y a le principe du respect des conventions internationales, du respect de la transparence des élections. Ça, c'est un principe qui a été ratifié par les autorités camerounaises, donc il n'y a pas de raison que ce soit 2 poids 2 mesures. En tout cas, je me réjouis aujourd'hui que le droit ait triomphé en matière de football. Alors, sur cette question, Jean-Louis Batoum, quel est votre avis? Est-ce que c'est une décision qui vous surprend? On indiquait tout à l'heure que ça a pris du temps pour que cette décision arrive. Certains ont estimé que... Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que cette décision arrive maintenant parce qu'il y a de nouveaux dirigeants à la tête de la CAF ou de la FIFA? Bien, une fois de plus, bonsoir à tous les téléspectateurs de Radio Equinox. Je n'ai pas eu le temps de le dire tout de suite. La décision qui arrive n'est pas surprenante. Elle ne devrait pas surprendre parce qu'il faut savoir ici que c'était une question de droit. Et au jour d'aujourd'hui, on doit célébrer tout simplement la victoire du droit. Étant donné que ça fait depuis quelque temps que cette affaire dure. Vous savez très bien que tout le monde était unanime par rapport à l'élection qu'il y a eu au sommet de la FECAFOOT, ou alors après que le comité de normalisation ait siégé. Il y a eu une élection après. On doit se rendre compte aujourd'hui que le droit n'avait pas sa place. Par contre, au jour d'aujourd'hui, la FIFA décide de venir au droit. Donc, c'est pas finalement, c'est du temps perdu tout le temps. C'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Tout et donc, ça, finalement, on donne raison à tous ceux qui estiment que ce comité d'organisation n'avait pas fait exactement le travail qui était attendu. Je peux être de cet avis. Mais de votre point de vue, qu'est-ce qui peut justifier cela? Est-ce que vous avez vu une forte implication politique? Est-ce qu'il y a eu un mauvais respect des textes, du process? Qu'est-ce qui peut justifier qu'on n'ait pas bougé d'un iota? Il y a eu l'implication du politique. Je le dis pourquoi? Parce que une élection qui a été invalidée par certaines instances ici au Cameroun. Les instances à part des juges nationaux. Absolument. Le politique, il est vrai, c'est pas le politique qui gère la FECAFOOT, mais le politique a un droit de regard.
Et aujourd'hui, permettez-moi tout simplement de célébrer M. Abdourahmane Amadou, M. le professeur Nkoumvondo, qui lui déjà, depuis, avant même, avait pris les résolutions, en fait, n'avait pas pris les résolutions, mais voyait dans ce sens, sans toutefois oublier les autres, Joseph-Antoine Bell et les autres. Voilà. Alors, Philippe Manga, vous, en haute posture d'observateur, des questions de loi, et ainsi de suite, quelle est l'analyse que vous faites de cette affaire-là? Bon, c'est vrai que ce n'est pas fondamentalement dans votre champ d'action. Hein. Ben, c'est dans l'actualité, ça fait question des choses que nous suivons. Alors, je ne suis pas surpris du tout parce que je crois que le droit a été dit. Je ne suis pas surpris parce que si vous regardez bien le processus depuis le début, il n'y a jamais eu fin de ce processus. On est dans le processus. Il a mis du temps, mais on est dans le processus depuis le début. Et ça aussi, je pense que Abdourahmane il est en train de démontrer qu'en réalité, ce qui pose problème chez nous, c'est souvent l'absence de témérité. Les gens ne veulent pas insister. Non, et même pas beaucoup de gens voient souvent leurs droits violés et laissent faire parce qu'ils n'ont pas le temps, voilà, d'insister d'aller au tribunal, de porter plainte, et ainsi de suite. Alors lui, il a persisté et il a suivi. Et donc, pour moi, c'est pas une surprise puisqu'il n'y a jamais eu. Il était dans le processus, il y a eu, n'est-ce pas, une décision au niveau local et une décision au niveau international. Et donc, c'est tout à fait naturellement qu'on attendait que la FIFA réagisse. Donc, comme on ne veut pas le témérité, effectivement, c'est une affaire au monde. Donc, comme on ne veut pas le témérité, effectivement, c'est une affaire au monde. Mahomet, la justice ou bien la Commission internationale des droits de l'homme sur les questions de violation, ici, ils ont eu gain de cause. On ne joue pas. La mafia qui on avait pour obtenir gain de cause. Ils sont respectueux de un tout petit peu. C'est vrai, la mafia existe partout, mais sauf que ils font attention des preuves. Attention, parce que ça c'est pour vous. C'est pour ça que les gens font attention à présenter les preuves sur la situation. Et là, qui avait confisqué la scène footballistique du Cameroun, et donc quand vous avez vu que les comptes ont été gelés, eh ben, vous croyez que les banques qui ont pris sur elles de geler les comptes de la FECAFOOT, malgré les injonctions du gouvernement, elles n'avaient pas besoin d'argent. En fait, parce qu'au niveau international aussi, il y a des pressions. Vous dites attention, si vous continuez, demain, ça va se tourner contre vous. Donc je pense qu'on est là dans un processus qui n'est pas fini. On est dans un processus qui n'est pas fini et je crois qu'il y a simplement là, si vous voulez, comme on est en train de confirmer un certain nombre d'éléments de violation, n'est-ce pas, d'un processus qui a été décrié par gens qui ont vu qu'il y avait quelque chose à redire sur ce qui s'est passé. Alors, vraiment le mot sur cette question-là, de votre point de vue, quelles sont les précautions qu'il faut prendre? Parce que, on se souvient, on a indiqué que la crise est née, on a mis en place une normalisation. Ce qu'on est dans un travail sur des textes, ensuite organiser une nouvelle élection. Il y a un bureau qui a été mis en place, un bureau qui a été contesté parce que selon les contestataires, eh bien, ce bureau n'a pas été mis en place dans les règles de l'art. Alors, au bout de ce processus, donc, il y a eu une élection, les élections sont contestées, ensuite il y a eu cette crise, et aujourd'hui, on revient avec le comité de normalisation. De votre point de vue, quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour que on sorte définitivement de l'ordinaire? Oui, les uns et les autres l'ont aussi déjà bien dit.
Actuellement, nous sommes dans un processus qui va recommencer. Et malheureusement, je reste un peu dubitatif sur la suite des événements. Notamment parce que on risque de prendre les mêmes personnes et refaire les mêmes choses. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où on risque d'avoir les mêmes gens, les mêmes personnes qui ont fait des choses, les mêmes qui ont amené le processus. Parce que quand on regarde l'environnement sportif aujourd'hui, comment est-ce qu'on va redistribuer les cartes de telle sorte qu'on puisse garantir que le processus sera véritablement respecté selon les règles de l'art? Je crois que là, il y a encore un petit flou. C'est pourquoi ça nous amène à poser la question du casting. La question du casting est véritablement fondamentale, étant donné que le comité de normalisation va se charger de tout le processus, de la base jusqu'au sommet. Donc, il est bien évidemment question ici de revoir... Parce qu'il y avait dans la démarche, dans les... dans les préoccupations d'Abdourahmane Amadou, entre autres, la question du respect des textes nationaux. Il disait qu'il faut réécrire les textes en tenant compte. Le deuxième aspect, c'était en rapport avec l'Assemblée générale. Il estimait que l'Assemblée générale compétente pour organiser une élection crédible, c'était celle de 2009. Voilà. Conduite par John Benguindé, qui à l'époque était le vice-président de la Fédération, au moment où il s'agit là d'une redistribution. Comment elles seront redistribuées pour assurer l'édité de sa mise en œuvre. Alors, monsieur, permission, je crois qu'il faut aussi rappeler que la différence avec l'ONU ou l'Union africaine, c'est que la FIFA décide. Elle ne fait pas de recommandations. Donc c'est pour ça que la planète foot est très particulière. Si ça avait été une décision de l'ONU ou bien de l'Union africaine, il est clair que, comme d'habitude, le gouvernement n'aurait pas respecté ces décisions. Donc j'aimerais que dans l'avenir, peut-être qu'avec la réforme de l'Union africaine, ou même peut-être de l'ONU, pourquoi pas, que désormais ils puissent prendre contre les États, dès lors que les preuves sont rassemblées, les décisions qui s'imposent aux États qui ont ratifié la Convention internationale. Oui, mais en ce moment, il y aura un problème au niveau du respect de la souveraineté des États. Non, pas du tout, puisque en fait, si les États s'engagent à respecter avec les recommandations qui sont faites, vous dites qu'elles ne sont pas respectées. Elles font ce qu'elles veulent. Bon, maintenant, lorsqu'il s'agit des questions qui sont cruciales, le Conseil de sécurité s'en saisit et fait prendre des résolutions. Processus là. Vous pensez que l'équipe en place pourrait avoir des chances? Parce qu'on a l'impression qu'elle a tissé quand même, je veux dire quoi, sa toile au point de maîtriser le terrain de manière à ce que aujourd'hui il peut être difficile de le battre sur son propre terrain. Dans l'élément que j'ai lu, parce que c'est tout frais, j'ai cru voir qu'il faudrait rassembler, ça fait partie de l'émission un peu qui a été, comment dirais-je, indiqué à cette équipe du comité de normalisation, qu'il faudra puiser dans l'Assemblée générale actuelle. Donc c'est les gens qui, pour moi, aux trois cas, sont peu recommandables. Comment va-t-on constituer un comité de normalisation, même si les membres n'auront pas le droit d'être éligibles aux élections, des gens qui sont très peu recommandables. Donc ça me pose un problème. Sinon, dans le fond, la décision me semble tout à fait sereine et tout à fait positive, puisqu'en vérité, on leur interdit d'avoir l'intention de briguer quelques mandats que ce soit. Et en même temps, je crois que le délai de février 2018 est un délai qui me semble tout à fait normal. C'est même le délai maximal, parce que c'est 6 mois renouvelables. Voilà, donc je crois qu'il faut rester positif. Et surtout que, une fois que c'est fait, parce que la FIFA demande que les standards, que les élections soient conformes à la loi en vigueur au Cameroun, que cette loi soit conforme au texte de la FECAFOOT, qui elle-même doit s'arrimer aux standards de la FIFA. Donc ce serait plus bis répétiteur comme ça a eu lieu. Maintenant, il faut un suivi. Donc ça veut dire que Abdourahmane a... Bon, il faut quand même se souvenir qu'en 2000... récemment, je crois que c'est 2015, je ne sais plus, lorsque les élections étaient organisées puis contestées, le secrétaire général s'appelait quand même Tombi Arogo. Oui. Et il a démissionné la veille des élections pour être candidat. Donc, voilà. Mes chers pères, donc on sort ce sujet. Je vous donne la parole, Bruno Lombonon. D'abord à Jean-Louis Batoum. Je ne sais pas si vous avez vu arriver cette transition-là, parce que quand je posais la question sur est-ce que l'équipe en place a les moyens ou bien les chances d'être reconduite au terme du processus, parce que beaucoup ont estimé que c'est une équipe qui s'était enracinée, qui avait tissé des réseaux,
Est-ce que ces réseaux, si on fait la correspondance sur le champ, si on fait la transposition sur le champ politique, est-ce que les réseaux qui sont ici par les formations politiques qui gouvernent sont tels que malgré toutes les stratégies qui peuvent être mises en place par l'opposition, tout est gelé, tout est perdu? Je pose la question parce que vous avez lancé un mouvement. Oui. Le mouvement 11 millions d'inscrits sur les électorales. Tout à fait. C'est parce que vous estimez, je crois, que c'est la meilleure stratégie pour déboulonner le RDPC au pouvoir, non? C'est l'une des meilleures stratégies, parce qu'on estime tout simplement que il faut aller s'inscrire sur une liste électorale, par exemple, pour pouvoir voter le moment venu un candidat de son choix. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure. Oui. Je pense tout simplement que ce qui est préférable, c'est que même quand on parle au niveau de l'Africa Foot, si on prend les mêmes, ça ne pourra pas avoir un effet. Sur la question des inscriptions, Oui. vous semblez y accorder beaucoup d'intérêt. Bien sûr, oui. Et pourquoi? On accorde beaucoup d'intérêt aux inscriptions sur les listes électorales, tout simplement parce que on se dit que c'est le meilleur moyen pour pouvoir aller à une élection, pour pouvoir défendre son vote le moment venu. Donc c'est à peu près cela. Alors, sur cette question-là, Philippe Nanga, vous qui êtes expert des questions électorales, vous avez couvert, je veux dire ça, vous avez observé, voilà, je crois que c'est le terme exact, observé un certain nombre de consultations électorales dans notre pays. Est-ce que si vous deviez faire un rapport, ou si vous voulez une classification des raisons de l'échec de l'opposition à ces élections-là, ou bien la non-réussite des autres formations politiques face au parti au pouvoir, est-ce que le premier élément pour vous serait les inscriptions insuffisantes sur les électorales? Et je suis tenté de dire oui, parce que je prendrai un exemple pour soutenir mon argumentaire, c'est 92, où la masse, malgré un cadre juridique électoral imparfait, très imparfait, malgré une machine de fraude électorale suffisamment huilée, on a vu les résultats. On a vu les résultats, et donc l'opposition avait réussi à prendre le pas. C'est la preuve que la masse peut, malgré les insuffisances du cadre juridique électoral, inverser la situation. Donc, il me semble que depuis lors, d'ailleurs, l'ONG Monde Avenir que je coordonne travaille beaucoup sur la sensibilisation, l'éducation électorale, l'éducation électorale, l'éducation à la citoyenneté, la sensibilisation pour les inscriptions, parce que quand nous faisons notre analyse, on voit que depuis 92, 96 après, le pouvoir a mis en place sa stratégie pour limiter au maximum la participation des citoyens. Et de façon inconsciente, les gens n'ont pas compris qu'en réalité, on les a amenés à se déposséder de leur pouvoir de changement. Et ils se sont établis inconsciemment à parfaits spectateurs, laissant faire. Et donc, on a vu en 2011, c'était catastrophique. Nous étions sur le terrain, il y avait des bureaux de vote qui avaient eu 0 électeur. 0 électeur. C'est ce qui nous avait fait faire une sortie demandant l'annulation de cette élection. C'était catastrophique. Et donc, et là, M. Biya avait gagné. Et voilà. Mais je vous dis, c'était catastrophique en termes de participation électorale. Et donc, et là, c'est facile. Oui, mais là peut-être il faut bien faire d'abord la différence entre le taux de participation et le taux d'inscription, peut-être. Parce que là, quand vous dites les bureaux de vote, il y avait 0 électeur, ça veut dire que les gens se sont inscrits,
Oui, mais ils ne sont pas allés. Non, non. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé en 92, les gens s'étaient massivement inscrits. Oui, d'accord. C'était pas en 2011. Ok. Donc, c'était le même fichier. Donc, Ok. les gens étaient inscrits, mais sauf que 96, après, on a commencé à faire croire aux gens qu'en réalité, ils ne peuvent pas changer les choses par les élections. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils ont démissionné d'eux-mêmes. Et donc, voilà. Maintenant, nous, justement, on a commencé à travailler pour dire aux gens, attention, attention, justement, la stratégie, c'est de vous faire démissionner de vos responsabilités. Revenez, parce que, alors, nous, on appelle le fichier électoral le fichier du citoyen. Si vous êtes un citoyen, vous devez être dans ce fichier-là. Maintenant, vous pouvez être inscrit sur le fichier électoral. Vous voyez? Et nous expliquons aux gens qu'il existe ce qu'on appelle le vote blanc. C'est-à-dire que vous pouvez être 10 millions d'inscrits et vous allez à l'élection. Si nous avons 6 millions ou 7 millions de votes blancs, vous savez, il y a ce qu'on appelle la légalité et il y a ce qu'on appelle la légitimité. Donc en fait, vous invitez les gens à s'inscrire et d'avoir la possibilité de choisir le moment venu. Bien sûr, parce C'est-à-dire que que si après ils se rendent compte qu'ils ne sont pas d'accord avec l'ordre gouvernant ou un certain nombre de choses, ils votent blanc. et je vais vous dire, parce que nous on travaille, Parce qu'en étant nombreux, on travaille également sur la question de la mobilisation. Oui. Il est évident que le gars qui n'est pas inscrit sur le fichier Il n'est électoral, pas intéressé par ce qui se il n'est passe. pas intéressé, il n'est pas mobilisable. C'est un gars qui n'est pas inscrit. On n'allait pas faire de lui un acteur potentiel pour aller au combat pour la réforme du code électoral. L'acte 1, c'est que le gars a fait un petit effort d'aller s'inscrire. À partir de ce moment-là, vous en avez fait un soldat. Un soldat qui peut participer au combat pour d'autres actions, notamment la réforme du code électoral, qui est le deuxième niveau. Ok. Alors, quel est votre avis sur cette question, Bruno Lombo? Est-ce que vous êtes de ceux qui estiment qu'il faut commencer par des inscriptions électorales avant d'attaquer la question du code électoral, ou l'inverse, ou comment, ou autre chose? Je crois que actuellement il y a justement deux tendances. Il y a une tendance de l'opposition qui croit que c'est la refonte de la loi électorale qui est le préalable, n'est-ce pas, à l'élection. Et nous pensons que en réalité c'est d'abord les inscriptions sur les listes électorales. Il l'a dit, il faut qu'on amène les populations à se réapproprier la gestion de la cité, qu'ils se réapproprient leur pouvoir, parce qu'il est question de leur faire comprendre que si les choses doivent basculer d'un sens comme dans un autre, ils sont les acteurs véritables du changement. Alors à cette question-là, il est bien important de préciser que actuellement, les Camerounais commencent à comprendre, parce que depuis un certain temps, il y a des mouvements qui se sont créés, notamment le Cameroun, c'est nous qui a engagé les actions pour les inscriptions dans les électorales. Ça en est suivi le mouvement à 11 millions d'inscrits sur les électorales. Donc, on sent justement qu'il y a une certaine réappropriation, un certain engagement de la classe, surtout des jeunes, qui se réapproprient la chose politique. Maintenant, ce n'est que lorsqu'on aura fait de ces populations-là de véritables électeurs, des véritables acteurs du changement, On va monter un on cran. peut monter d'un cran, notamment penser au cadre juridique, au cadre législatif pour pouvoir bien mener les élections. Mais à ce sujet-là, je reste dubitatif encore une fois de plus, parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on se dise, le pouvoir en place nous c'est toujours l'opposition qui a l'impression, et toujours généralement le Et cas. là, le sentiment que vous avez, c'est que ce combat étant perdu Ce d'avance, combat, au moins le premier, il faut le mener jusqu'à son terme, avoir des gens inscrits dans les électorales. Ça va faire en sorte que le moment venu, ça légitimerait une quelconque revendication populaire. Pas pour dire qu'on incite les gens, mais au moins là, ça va mener les gens à comprendre que c'est possible de renverser le pouvoir en place par Moi, j'allais dire que non, en réalité, on peut amener le pouvoir à modifier le cadre juridique électoral parce qu'il y a aussi les standards internationaux. On revient sur cette question-là, c'est le deuxième niveau de réflexion. Donc, vous êtes d'accord donc avec Philippe qui indique qu'il faut d'abord commencer par mobiliser les gens C'est le préalable. qui s'inscrivent sur les électorales et puis le moment venu, on peut voter blanc parce que dit-il, la mobilisation pour un vote blanc est un message fort
qui peut avoir un impact sur la Effectivement, parce que en matière d'élection, il faut savoir également lire les chiffres. Il faut savoir lire les résultats. Ouais. Ah oui, c'est ce qu'il appelait légitimité et légalité. Effectivement. On peut être inscrit sur une liste électorale et aller voter blanc. Maintenant, le suffrage exprimé du vote blanc peut également retranscrire une réalité du contexte camerounais. Aussi bien qu'un vote nul ou bien un vote, j'allais dire, pour un candidat à l'élection présidentielle. Donc il est véritablement question d'abord de s'inscrire sur la liste électorale, ensuite exprimer son choix, que ce soit un choix nul ou un choix pour un éventuel candidat. Là, c'est le principal, c'est primordial. Alors, ceci, vous faites partie de ceux qui estiment que cette mobilisation pour les inscriptions sur des inscriptions massives, une force censée étant la L'opération 11 millions, 15 millions est une pure escroquerie morale et intellectuelle. C'est une tartufferie. D'abord, je salue l'action volontaire de ceux qui passent depuis des années leur temps à sensibiliser les jeunes citoyens, de les éduquer à la citoyenneté. Ça, c'est un fait. Quand on veut déboulonner un régime, on s'inscrit dans une initiative politique, voire même partisane souvent, mais en tout cas politique. Quand on veut sensibiliser les jeunes à s'inscrire, c'est une action citoyenne qui vous dit simplement, après, votez pour qui vous voulez. Hein. Ils ne disent pas qu'il faut renverser le système. Ils disent, allez vous inscrire. Action citoyenne, qui n'a rien à voir avec ce pourquoi je me bats, c'est-à-dire que renverser un système qui est terrifiant, nocif pour mon pays depuis des années. Je suis dans l'opposition. Si eux, ils veulent rester dans la société civile, qu'ils assument leur position et leur couloir. Mais le pire, c'est que on ne parle pas d'inscription. On parle d'inscription massive. L'adjectif est très important. Ça veut dire que l'argument de la masse devient, selon certains, un argument qui pourrait permettre l'alternance. Il n'y a rien de plus faux en 92, et Philippe l'a rappelé. Il y a eu une inscription massive. D'ailleurs, même le candidat de l'opposition, aussi bien en mars 92 lors de la législative qu'en octobre 92 lors de la présidentielle, ont gagné dans les urnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors même que la fraude n'était pas encore huilée à ce moment-là. Le pouvoir a mis en place un système pour purement et simplement inverser les résultats. En 92, nous avions 4 119 000 inscrits sur une population de 12 millions d'habitants. En 2011, nous avions 7 millions d'inscrits, donc beaucoup mieux qu'aujourd'hui, dont l'effet Cabral est complètement nul, beaucoup mieux qu'aujourd'hui, 7 159 000 inscrits. C'est une population de 20 millions d'habitants, puisqu'on s'est basé sur le recensement de 2005, qui était à 19, etc. Donc, en vérité, on ne voit pas comment peuvent tenir l'argument d'inscription massive pour déboucher sur l'alternance. Ça n'a aucun sens, puisque la logique du pouvoir, c'est de mettre en amont quelqu'un qui contrôle le processus électoral. Récemment, M. Fonkamazou a été chassé parce qu'il démontrait quelques velléités d'indépendance. On a mis en lieu et place un militant du RDPC, M. Eno Abraham, ancien gouverneur, qui n'a même pas eu l'élégance de démissionner, en foulant du pied l'article 6 du Code électoral. Ça, il faut que les gens qui me regardent le comprennent. M. Eno Abraham est membre du RDPC. Et l'article 6 est complètement violé. Parce qu'on parle d'impartialité et de neutralité pour diriger l'ECAM et le Conseil électoral. Donc, ça c'est en amont. Oui. Ça c'est en amont. Oui. En aval, on a mis donc le premier président de la Cour suprême qui va proclamer. Et pourtant, c'est l'ECAM qui gère tout, qui supervise tout, qui organise tout. Mais on confie la proclamation des résultats à un magistrat qui est nommé, qui est renouvelé, qui est rémunéré et qui est révoqué par le président d'un parti en compétition. Ça veut dire que même si vous gagnez dans les urnes, vous perdrez, puisque son salarié va le proclamer vainqueur, que vous le vouliez ou non. Alors, Cécile Jamil, vous avez écouté les interventions des uns et des autres tout à l'heure. Ils ont estimé effectivement que lorsqu'on regarde le process, oui, on a le sentiment que pratiquement à tous les niveaux, il y a des goulots d'étranglement. Mais que dans la stratégie, il y a un bout par lequel il faut prendre l'affaire, c'est d'abord les inscriptions sur les électorales,
Parce qu'il a indiqué que Oui, après les inscriptions, j'en arrive à la question. Oui. Après les inscriptions, on peut développer, on peut construire la masse critique nécessaire Oui. pour continuer le combat. Et là, vous faites une démonstration, sauf si je vous ai mal compris, Oui. qui permet de voir effectivement qu'il y a d'autres goulots d'étranglement au-delà de ceux qu'ils ont évoqués. C'est-à-dire que d'abord, les magistrats, et ensuite, et les CAM, et bien d'autres qui sont d'autres goulots d'étranglement. Est-ce qu'il n'y a pas un bout par lequel il faut entamer l'affaire, et ce bout-là ne peut pas être... Est-ce que ça ne peut pas être les inscriptions? Non, il y a deux choses. D'abord, là aussi, c'est une manipulation hors norme. On veut faire croire qu'il faut déjà échauffer les gens, les chauffer à blanc. C'est-à-dire qu'ils vont aller s'inscrire, donc le fait qu'ils soient inscrits, ils vont être chauds pour défendre leur voix. Ce qui est une stupidité. Non. Regardez par exemple au Burkina Faso. C'est très grave. C'est très grave. Oui, quand même. la situation est effectivement C'est très très grave. grave. C'est très grave. Pourquoi? Au Burkina Faso, ils n'ont pas eu besoin de s'inscrire. Mais ils étaient inscrits. Qu'est-ce que vous... Non. Je peux vous garantir que tous ces gars qui sont descendus dans l'arène, je rappelle la jeunesse. c'est des citoyens, c'est des associatifs, Célestin, qui sont inscrits. Ben oui, ils sont inscrits. Je suis en train de dire, j'ai le devoir d'éclairer mes concitoyens sur la vérité. Au Burkina Faso, voici la genèse. Monsieur Compaoré voulait modifier l'article 37.2 pour se pérenniser au pouvoir. On ne parlait pas d'inscription massive. Les partis politiques, effectivement, je suis d'accord, ont rassemblé les jeunes pour qu'ils descendent déchirer le pouvoir, pour ne pas qu'ils modifient cet article essentiel. Voilà. Et de fil en aiguille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, mais tant qu'à faire, il faut qu'ils tombent. Ne parlez pas d'inscription. Oui, mais il y a un aspect là-dedans, dans cette genèse-là, c'est qu'avant que le président ne tente de modifier, il y a eu des démissions dans sa propre formation politique, parmi lesquelles, je crois, le président de l'Assemblée nationale, entre autres. Ça veut dire qu'ils avaient quand même des gens qui avaient des mandats, donc il y avait derrière, qui traînaient derrière eux une masse électorale. Non, mais il faut dire qu'on était aussi dans l'année électorale. Non, attendez, au-delà de ça, on était en pleine année électorale. Nous sommes sur un sujet extrêmement précis. Oui. L'argument principal de ceux qui, les défendeurs de cette question d'inscription massive, c'est de dire que si on s'inscrit massivement, les gens iront dans une première étape voter, après ils seront plus chauds pour défendre leur voix, donc pour renverser le pouvoir. Non, c'est pas c'est tout. Quand vous voulez construire un édifice, on concentre ses énergies sur une action d'abord. Je prends le cas d'une maison. Vous faites d'abord les fondations. L'action politique, c'est quoi? C'est un engagement. Est-ce qu'il a vu le fruit de son combat? C'est un engagement, pas que sur 2018. Est-ce que 2018, c'est une année fétiche? Pourquoi doit-on penser que 2018, il faut absolument qu'il y ait élection au Cameroun? Nous sommes en politique. Alors, la plupart des gens qui défendent ça, ils veulent conserver leur siège, soit au Sénat, soit au Conseil municipal, soit à l'Assemblée nationale. Il faut bien voir ces gens-là. Ils ne veulent pas lutter pour l'intérêt général. C'est ça qu'ils défendent. Je me moque de 2018. Moi, ce que je veux, c'est que les fondamentaux soient posés, parce que si on fait 15 élections, 15 fois, M. Biya, s'il est vivant, il va toujours gagner. Non, il n'a pas gagné en 92. Vous savez très bien ce qui s'est passé en 92. Il n'a pas gagné en 92. En 92, je rappelle quand même qu'en 92, l'opposition avait la majorité à l'Assemblée nationale. Avec. Ben oui. Qui gouverne? Non, mais il y a qui gouvernait. En 92, l'opposition avait la majorité à l'Assemblée nationale. Mais avec un parti politique à basculer. Non, ça c'est autre chose. L'opposition avait la majorité. Ça veut dire quand même que par la voie électorale. Qui gouverne? Conduit par la masse. Mais qui gouverne? Mais non, c'est pas une question de gouvernement, c'est une question de résultat. Moi, je veux l'alternance. C'est pour dire quand même que, ici, c'est une question. En fait, on est dans un travail stratégique et dans un processus. Je pense que la question c'était, il faut prendre quel bout. Oui. La réalité, c'est que on a deux possibilités. Évidemment, on peut structurer une action de mobilisation de masse pour descendre un pouvoir. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Se cache derrière les mais sauf que ceux qui défendent qu'il ne faut pas aller s'inscrire ne sont pas non plus. Je n'ai pas dit ça. Oui, mais ce n'est pas ce ceux que qui défendent que. Je dis simplement qu'il ne faut pas berner les gens. Non, mais. Faire croire que le fait de s'inscrire massivement va déboucher sur la tendance. Alors, il ne faut pas berner les gens. Il ne faut pas berner les gens. Construire une masse critique à travers les inscriptions. Il n'y a pas de honte. Monsieur Compaoré aujourd'hui est poursuivi pour avoir réprimé l'insurrection. Ça veut donc dire que l'insurrection, c'est un pouvoir souverain du peuple. On a le droit de s'insurger. Si vous croyez que vous allez déminer Biya avec son code électoral, pas les urnes, vous vous trompez très lourdement. Bon, alors, sur cette question-là, je voudrais rebondir un peu. Pour paraphraser Célestin, il a dit, pour gagner dans les urnes, il faut la masse critique. Non, je n'ai pas dit ça.
Qu'est-ce que j'ai dit qu'il faut la masse critique, j'ai dit le contraire. Non, vous avez dit que... il a dit qu'il n'a pas dit. Je donne la parole d'abord à Jean Batoum et puis on revient à vous tout à l'heure. Jean Batoum, il y a dans le développement des Célestins 2 ou 3 choses. La première qui retient mon attention, c'est que, et c'est peut-être pas forcément son problème seul, ça doit être peut-être le problème de beaucoup d'autres personnes qui vous suivent ou qui hésitent à suivre ce mouvement-là. On a l'impression que vous n'avez pas un statut clair. Est-ce que vous êtes une formation politique? Est-ce que vous êtes une organisation, tout simplement, qui mobilise pour les inscriptions? Ou bien vous êtes... Parce qu'il semble indiquer que le fait de dire inscription sur les électorats, inscription massive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assurance qu'effectivement on veut mobiliser une masse critique nécessaire pour provoquer l'alternance. C'est bien, il l'indique de façon claire. Je crois que ça, c'est le premier élément. Ça ne les préoccupe pas, l'alternance. Je ne crois pas. Alors, sur cette affaire de statut, est-ce que c'est une question qui vous préoccupe? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le fait que cela ne soit pas suffisamment clair impacte sur le combat noble que vous menez? Pour le moment, nous sommes un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen n'a pas besoin forcément d'avoir un statut quelconque. Un mouvement citoyen qui opère sur le terrain politique. Bien entendu, nous défendons une cause, celui des inscriptions massives sur les listes électorales. Parce que nous pensons que, avec des inscriptions massives, on peut arriver à beaucoup de choses. Je pose la question à M. Ndiamen, qui semble minimiser l'acte, ou alors les actes que nous posons. Il est conseiller municipal. J'ai eu dire tout à l'heure qu'il est conseiller municipal à Douala 5e. Douala 1er. Douala 1er, autant pour moi. Il a été voté. Par quelle manière? Les gens se sont inscrits avant d'aller voter. C'est tout simplement pour faire comprendre que c'est l'une des alternatives. La modification, par exemple, du code pour lequel il fait semblant de se battre, peut se faire en très peu de temps. Les inscriptions, c'est une histoire qui prend pratiquement 1 an. Ça s'achève le 31 août. Ça s'achève le 31 août. Mais il y a une possibilité. Il y aura une possibilité que ça recommence en janvier, tant que le corps électoral n'est pas convoqué. Par contre, le code électoral, on peut le faire, on peut faire cette action après la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Il faudrait 10 ans pour ça. On peut faire ça en 1 mois. On peut faire ça en 1 jour. C'est de la volonté des dirigeants, tout simplement. Donc, nous nous basons... Je voudrais dire que l'un n'empêche pas l'autre. En réalité, il ne devrait pas avoir débat sur cette question. Bien entendu. Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Ce que Célestin dit... Le débat, c'est sur l'échelle des priorités. Mais voilà. Maintenant, exactement. Encore que échelle des priorités, c'est une question de stratégie. C'est fondamental. C'est une question de stratégie. C'est complètement idiot de penser que il faille pas s'intéresser aux inscriptions, mais se focaliser sur le code électoral. C'est complètement idiot. Je vais vous expliquer pourquoi c'est idiot. Parce que, imaginons un seul instant que les gens se battent, disent non, n'allons pas nous inscrire, battons-nous d'abord pour obtenir une réforme du code électoral. Et donc personne ne va s'inscrire, et les gens se mobilisent. Et puis, le 31 août, on a clôturé. On a 5 millions ou 6 millions d'inscrits. 6 377 000. Non, je veux dire, s'il n'y avait rien qui se faisait, on a 5 millions d'inscrits, voilà. Et on continue le combat pour le code électoral. Il y a un calendrier électoral qui est là. Et en janvier, on appelle le code électoral. Il n'y a plus d'inscription. On vous l'a dit décembre. Non, en janvier. En janvier, on appelle le code électoral. Et en décembre, par exemple, ou alors on convoque une assemblée extraordinaire et on décide d'apporter des réformes au code électoral. Donc de satisfaire à la demande. Et en même temps, on convoque le code électoral. Parce que je vous garantis que, on va peut-être en parler tout à l'heure, si on suivait normalement le code électoral, on pourrait avoir la convocation du code électoral au mois de janvier. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, à partir de ce moment-là, si vous n'avez pas eu, n'est-ce pas, la sagesse, l'intelligence d'être présent dans le fichier électoral, vous aurez un bon code électoral, mais n'ayant pas la possibilité d'aller à l'élection parce que vous n'êtes pas dans le fichier. Comment vous faites? C'est pour ça que je dis que c'est complètement idiot. Parce qu'on peut très bien vous donner le code électoral que vous demandez, mais vous n'avez pas la possibilité de participer au vote. Parce qu'on contrôle, n'est-ce pas, le fichier présent. Bien sûr.
Or, vous n'avez pas influencé ce fichier. Or, je peux vous garantir qu'en matière d'élection, le fichier électoral est le fondement même du processus de dévolution du pouvoir. Si vous n'avez pas la maîtrise du fichier électoral, c'est-à-dire de la quantité de personnes qui va participer au processus de dévolution du pouvoir, ça ne sert à rien d'aller dans cette compétition. Vous voulez dire quelque chose avant que Célestin prenne la parole? Oui, déjà pour préciser que la question de la réforme de la loi électorale est une pure distraction pour le peuple camerounais actuellement. Et comment? Le fait de dire aux populations, il est important d'abord de revoir le code électoral, au lieu de les amener à d'abord s'inscrire, qui est le préalable, je considère que c'est une distraction. Et on commence à se poser des questions sur les rôles des uns et des autres, dessins cachés des uns et des autres. Parce qu'il faut bien préciser sur la question. Actuellement, tous les Camerounais sont pratiquement d'accord sur cette question-là. Le primordial, le principal actuellement, c'est l'inscription sur les listes électorales. Le reste, avec la masse, on peut justement arriver à renverser la tendance. En tant que, moi je le dis toujours, on peut mener les deux combats de front. L'un n'empêche pas l'autre. Très bien. Alors, je rappelle qu'il faut repréciser votre pensée. Vous n'êtes pas opposé aux inscriptions sur les électorales? Non, je dis que je n'ai jamais dit n'allez pas vous inscrire. Ok. Je dis que non, je ne l'ai jamais dit. Mais je dis par contre que faire croire qu'en s'inscrivant massivement, il y aura alternance, c'est une fumisterie. Si il n'y aura peut-être pas absolument alternance. Justement, mais c'est une... alors soit les gens sont dans le couloir, soit les gens, c'est accepter la défaite en même temps. Pas du tout. En allant pas s'inscrire, c'est accepter la défaite. Un homme politique n'est jamais pessimiste. En tout cas, je suis en politique, j'assume. C'est justement pourquoi d'abord, avant 2017, c'est pas les animaux qui votaient. Oui, d'accord. Il y avait bien un fichier électoral. L'opposition gagne en 92 avait moins de 5 millions d'inscrits. L'opposition gagne en 96 avait moins de 5 millions d'inscrits. Donc, combien de temps nous raconter que, en augmentant le nombre d'inscrits, on va avoir l'alternance? Soit vous menez une opération citoyenne pour sensibiliser les jeunes à la vertu citoyenne, très bien, ça je partage à 200%, il n'y a pas de problème. Mais je suis en train de dire que ça fait 27 ans que nous sommes dans l'opposition, il nous faut maintenant l'alternance. Quels sont les moyens de cet argument-là? Eh bien, c'est simplement de mettre en place les fondamentaux. Parce que si vous considérez que la loi électorale est secondaire alors qu'elle est centrale, alors là, vous avez tout faux. Parce que si vous avez 20 échéances électorales, avec le système de verrouillage mis en place, mais vous aurez 20 échecs. Pas parce que vous ne les méritez pas parce que vous perdrez réellement, vous gagneriez même dans les urnes. Mais vous ne serez jamais vainqueur dans la réalité. Mais en 92, non, en 92, qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné, mais on n'a pas gouverné. On a gagné en 96, on n'a pas gouverné. Non. Le SDF gagne 4 mairies sur 6 à Yaoundé, mais d'un trait de plume, M. Biya les efface. Parce que, et je veux simplement dire que quand on parle de loi électorale, c'est une question d'échelle de priorité. C'est pas une question de faire les deux en même temps. Il faut dire aux jeunes, parce qu'ils ont un désintérêt pour le code électoral de la vie publique. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont même pas le droit de vote. Quand ils votent, le vote ne sert à rien, parce que le code est déjà biaisé, il est truffé Rappelez-vous qu'en 2012, quand le RDPC, le gouvernement soumet ce code aux élections, il y a 28 membres du RDPC, députés, qui votent contre. C'est inédit dans l'histoire de la République. Tout l'UDC vote contre, le SDF naturellement, et même l'UNDP, partenaire traditionnel du RDPC au pouvoir, claque la porte. Ça veut dire que ce code pose problème. Vous ne pourrez jamais espérer quoi que ce soit, sauf à vous réduire à l'action citoyenne, je veux bien, il n'y a pas de problème. Vous ne pourrez jamais espérer l'alternance, ça c'est mon créneau, en disant aux jeunes, inscrivez-vous, donc vous aurez l'alternance. C'est hyper faux, c'est une manipulation inacceptable. Inscrivez-vous, allez aux élections. Jean de Batoum, on peut sortir de la première partie de cette émission. Vous êtes dans la mobilisation pour l'inscription massive. Oui. Comment vous vous organisez? Est-ce que vous avez le sentiment que ça porte sur le terrain? Le sentiment est grand, ça porte sur le terrain. Comment vous mesurez cela? Oui, toutes les fois qu'on est descendu sur le terrain, on a vu l'engouement des uns et des autres, surtout les jeunes, ceux-là qui avaient perdu espoir au vote. Ceux-là qui n'étaient pas inscrits depuis, ils viennent tout le temps, ils disent, mais c'est pas possible, nous on avait tout perdu. Au jour d'aujourd'hui, on sent la volonté de s'inscrire parce qu'on a l'impression que
le moment venu, on pourra défendre nos votes. Comment vous vous organisez pour ratisser, pour occuper l'espace et mobiliser le maximum de personnes? Est-ce que vous avez une stratégie particulière? Parce que j'imagine que quand vous lancez le mouvement, c'est que vous avez mis en place un ensemble de mécanismes qui vous permettent de rallier le plus grand nombre, d'occuper le plus grand espace possible. Oui, exactement. Nous faisons les descentes avec les jeunes, nous utilisons les réseaux sociaux, nous utilisons certaines chaînes qui nous donnent la possibilité de nous exprimer. Et sur le terrain, les gens qui écoutent viennent vers nous, on travaille ensemble, on fait du porte-à-porte pour la mobilisation. Vous leur dites inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Il n'y a pas d'autres détails sur ce qu'on va faire plus tard. Bon, on va s'inscrire ensuite, on va aller aux élections. On ne parle pas encore de candidature, de programme politique, rien. On parle d'abord d'inscription, uniquement d'inscription. Pour le moment, le mouvement 11 millions d'inscrits parle de la mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales. Parce que nous sommes sûrs et certains que plus les gens vont s'inscrire, plus ils seront capables de défendre leur vote le moment venu, s'il arrivait qu'ils votent. Et pour vous, après, la suite, ça va être quoi? C'est-à-dire qu'au lendemain du 31 août, ça va être quoi la suite? Au lendemain du 31 août, le mouvement 11 millions va passer à une étape supérieure. Il va y avoir une mutation. S'il faut le dire ainsi. Donc, la mutation, peut-être, ce sera vers le combat pour la modification du code électoral, par exemple. Ils vont tous me rejoindre. Pour le moment, ils vont finir par me rejoindre. Ça peut arriver. Le 30 août, vous allez me rejoindre. Mais forcément, c'est pas ça. On ne dit pas que c'est une mauvaise opération. Il fallait penser plus tôt. On vous fait tout simplement comprendre que vous avez été élu. Oui. Ce qui veut dire que quelqu'un s'est inscrit. Il vous a voté. Non, c'est à moi que vous répondez, hein, Jean-Baptiste. C'est à moi que vous répondez. Vous ne répondez pas, c'est jamais, c'est moi qui pose la question. Donc, vous dites, est-ce que vous avez une idée sur ce que va devenir le mouvement au lendemain du 31 août? L'acte de décès. Ou bien, vous... Après le 31 août, il n'y a pas autre chose. Hein. Beaucoup de choses vont arriver. Une équipe est en place pour travailler par rapport à un certain nombre de choses que je me refuse de dévoiler ici aujourd'hui. Mais le temps nous dira. Ça rentre dans la le 31 août, c'est très bientôt. Est-ce qu'on pourrait, Philippe Nanga, est-ce que vous pensez, comme les autres, qu'il y a comme une forme d'engouement qui naît ces derniers jours en rapport avec ces inscriptions-là? Vous ressentez cela? Oui, il y a un engouement, ça c'est certain. On l'a mesuré depuis, depuis 2013. Je vous ai dit qu'en 2011, c'était catastrophique. En 2013, il y a eu une amélioration. Et là, il y a des améliorations. Même s'il y a, justement, et c'est là que nous observons bien que de l'autre côté, c'est-à-dire le pouvoir en place n'est pas motivé à faire inscrire les gens. Parce qu'en ce moment, vous suivez l'actualité avec les problèmes à Elecam. Il y a des machines qui sont en panne, qui sont défectueuses, le personnel qui n'est pas payé, et donc les équipes qui ne sont pas suffisamment disponibles. Vous voyez très bien les stratégies qui consistent à limiter au maximum la possibilité d'inscription pour les citoyens. Ce n'est pas neutre, ça. Ce n'est pas neutre. Parce qu'ils voient bien qu'il y a un engouement certain qui naît. Et il n'y a pas que 11 millions, parce qu'aujourd'hui on parle de 11 millions. Ça veut très bien qu'il y a eu la Quasic avec 15 millions qui travaillent depuis longtemps. Et je voudrais aussi dire quand même à Célestin qu'il sait très bien qu'avant 11 millions, on n'a pas que travaillé sur 11 millions ou 15 millions. Lui et moi, on a travaillé à éduquer les jeunes, à revendiquer un meilleur cadre juridique électoral. Donc ce combat ne s'est jamais arrêté. Donc pour dire qu'en réalité, il se trouve que il le sait, malheureusement, la classe politicienne camerounaise n'est pas suffisamment structurée pour conduire des actions visant à obtenir ce qu'on pourrait obtenir sans aller aux élections. Et donc à ce moment-là, nous, en tant qu'association, nous faisons l'action citoyenne. Donc pendant que nous travaillons pour obtenir, parce que en 2012, en 2013 plutôt, en 2013, après les élections, en 2014 précisément, nous avons monté un argumentaire de plaidoyer qu'on a soumis à l'Assemblée, au Parlement, à travers quelques députés, pour qu'ils portent, n'est-ce pas, notre plaidoyer en vue d'obtenir une réforme. Et depuis 2014, nous suivons ce plaidoyer avec d'autres organisations. Mais à côté de ce plaidoyer pour obtenir des réformes du système électoral,
nous travaillons aussi à construire la masse critique qui pourrait nous permettre éventuellement, n'est-ce pas, d'aller à des actions publiques, d'envergure publique, pour l'obtention justement de ce système. Sur la question de l'engouement qui naît, selon vous, depuis quelque temps, est-ce qu'on pourrait envisager ou souhaiter une modification de la loi sur les inscriptions sur les listes électorales? Je veux dire qu'une modification de la loi dans le sens de proroger cette loi-là et permettre effectivement à ceux qui souhaiteraient s'inscrire sur les listes électorales de le faire au regard des difficultés que vous avez évoquées au niveau de l'ECAM aujourd'hui. Est-ce qu'on peut envisager Mais justement, cela? parce qu'aujourd'hui, si davantage, n'est-ce pas, des acteurs se mobilisent pour pas seulement dire aux gens allez vous inscrire, parce que là, ça peut être dangereux évidemment de dire aux gens simplement d'aller s'inscrire. Il faut accompagner ce message-là, du message de l'éducation à la citoyenneté, pour dire le problème c'est pas d'aller vous inscrire, c'est de vous inscrire et de regarder quand même, parce que le citoyen, n'est-ce pas, utilise l'élection pour déterminer, n'est-ce pas, avec exactitude et honnêtement, qui va diriger ses affaires. Mais ça veut dire que le citoyen qui doit aller à l'élection doit aussi s'intéresser au cadre juridique. Ça, nous le recommandons toujours. Il ne faut pas seulement dire allez vous inscrire, mais il faut accompagner ça. Oui, il faut aller vous inscrire, mais intéressez-vous quand même au processus. Il est comment? Et donc, organisons-nous également pour nous assurer que nos voix ne seront pas détournées. Ça veut dire qu'il faut s'assurer quand même qu'il y a un minimum, n'est-ce pas, dans le système électoral qui puisse garantir nos voix. Et c'est pour ça que je dis que l'un ne va pas sans l'autre. En réalité, il faut à chaque fois aller avec les deux messages. Et donc, pendant qu'on structure les actions pour les inscriptions électorales, on structure les actions également pour revendiquer un meilleur code électoral. Mais si on pense que ces deux messages contradictoires, eh bien là, on est dans le piège. C'est pour ça qu'il faut faire attention de se mettre, n'est-ce pas, dos à dos, n'est-ce pas, sur ces discours-là, croyant que on est sur deux actions contradictoires. Non, c'est deux actions parallèles qui doivent se coordonner, J'insiste là-dessus, qui doivent se coordonner. C'est-à-dire si parallèlement, pendant que les gens disent allez vous inscrire, il y a d'autres personnes qui disent oui, allez vous inscrire, mais attention, le code électoral n'est pas bon. Quand c'est coalisé, alors on a des chances, n'est-ce pas, d'être fort et de structurer un mouvement qui peut justement amener les gens, avant les élections, à imposer au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour assurer, n'est-ce pas, une élection transparente et équitable. Je pense que c'est la stratégie qu'il faut mettre en place, qu'il faut comprendre. Est-ce qu'on pourrait s'attendre dans les jours à venir, Bruno Lombo par exemple, je fais un peu de précipitation peut-être, est-ce qu'on pourrait s'attendre à un mouvement de formation politique ou à une sortie de formation politique dans le sens peut-être comment on peut appeler ça, d'une interpellation ou d'une sollicitation adressée au chef de l'État, président de la République, dans le sens de modifier cette loi-là sur les inscriptions et permettre que cela soit prorogé et donner la possibilité à ceux qui ne sont pas inscrits de s'inscrire davantage. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à cela, ou bien pour vous, ce sera peine perdue, puisque de toute évidence, en face, les gens ne sont pas pour qu'il y ait effectivement beaucoup d'inscriptions? Alors, le combat politique, il se mène à deux niveaux. Sur le terrain et sur le papier. Sur le terrain, on peut évoquer la question des inscriptions sur les électorales, la question de la formation, n'est-ce pas, des potentiels électeurs à la sécurisation des voix et des urnes. Et sur le plan du papier, on peut évoquer justement la question de la loi sur le code électoral. Alors, Lib l'a dit tout à l'heure, c'est deux combats qui doivent pouvoir se mener simultanément. Il n'appartient pas à l'opposition d'adresser une lettre au président de la République comme quoi il faut changer le code électoral. Tout le monde sait que le code électoral est défavorable actuellement pour l'opposition camerounaise. Ce que nous devons donc faire actuellement, c'est justement mener ce combat, mais ne pas oublier l'essentiel, qui pour moi passe d'abord par l'inscription massive dans les listes électorales. Pourquoi? Parce que lorsque vous aurez fini avec la question du code électoral et que derrière vous n'avez pas apprêté la masse pour justement traduire les prescriptions du code électoral en vote pour que vous puissiez faire l'alternance et changer les choses, je crois que ce serait peine perdue. Quelqu'un a dit tout à l'heure sur ce plateau que ce serait peut-être idiot de penser qu'il faut mettre la charrue avant les bœufs en prenant la loi sur le code électoral
et à la mettre après l'inscription sur les listes électorales. Alors, la stratégie du PUS, elle consiste en quoi? Première des choses, nous avons actuellement des gens sur le terrain qui travaillent à la mobilisation et à l'inscription sur les listes électorales. Pourquoi je parle de mobilisation? Je parle de mobilisation parce que il ne s'agit pas seulement de dire aux gens allez vous inscrire et venez voter. Il s'agit de leur apprendre quels sont les fondamentaux de la citoyenneté après qu'on se soit inscrit. Qu'est-ce que vous pouvez, à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre lorsque vous êtes inscrit sur les électorats et qu'à la fin, vous passez à l'élection, comment exprimer votre voix? Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est quoi? C'est que il est important également de se dire que tant que l'opposition n'aura pas suffisamment mis en place un mécanisme pour la sécurisation, autrement dit, il faut des personnes formées qui seront présentes lors des élections. On a vu lors de certaines élections des bureaux de vote où il n'y avait pratiquement que le RDP se représentait. Qu'est-ce que les autres partis de l'opposition ont fait? Il y a cette absence, n'est-ce pas, à couvrir les bureaux de vote. Donc, il y a ce combat qu'il faut mener et il est en train d'être mené actuellement par le PUS. Nous sensibilisons pas seulement pour les électorats, mais également pour leur dire, voilà l'autre combat que vous devez mener après l'inscription électorale. Maintenant, la question du code électoral est une question aussi bien fondamentale, mais qui doit être prise dans un cadre où on rassemble d'abord tous les éléments qui sont à la portée du peuple pour pouvoir être sûr que le moment venu, nos revendications seront légitimes. Alors, c'est jamais sur cette question du code électoral. On peut prendre l'affaire par quel bout? Parce que lorsqu'on a écouté tout à l'heure, on a écouté d'autres hommes politiques, on a l'impression que c'est une grosse affaire, assez compliquée, complexe, parce qu'il y aurait dans cette loi-là un certain nombre d'incongruités qui fait quoi? Un texte truffé d'incongruités. Par quel bout il faut prendre le truc? Je veux dire, de façon prioritaire. On commence par quoi? Je pense que, bien sûr, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, la réforme du code électoral est fondamentale. Ce qui est fondamental ne peut pas être accessoire, par définition. On ne peut pas faire de deux actions, selon moi, simultanément. Je n'empêche pas les gens de mener leurs opérations, ce n'est pas un problème pour moi. Je suis en train de dire, Philippe a rappelé tout à l'heure qu'il se situe dans l'action citoyenne. On peut sensibiliser un jeune, l'éduquer dans le cadre juridique d'un code électoral, de la vie politique, sans nécessairement lui faire croire que l'inscription va déboucher sur le salut. On peut éduquer les jeunes autrement. Il ne faut pas lier l'action politique, qui est de renverser le système, et la pédagogie citoyenne, qui est d'inciter les jeunes, par exemple, à exercer leurs droits, leurs devoirs citoyens, par exemple. Moi, je dis qu'une fois que vous aurez une migration en fonction des enjeux. Non, c'est l'action citoyenne qui permet une fois que vous aurez inscrit massivement les gens, pensez-vous que l'achat des consciences aura disparu? Or, si vous vous battez pour le bulletin unique, ça veut dire qu'on ne pourra plus acheter les consciences. Quand vous dites aux jeunes, allez vous inscrire, en ignorant complètement les incongruités de la loi électorale, l'article 2, l'article 6, l'article 43, 44, 115, 171, 271, et vous leur dites, allez vous inscrire, c'est le salut qui arrive, mais c'est du n'importe quoi. Le RDPC continuera, c'est leur métier, ils sont artistes dans la matière, ils vont acheter la conscience. Parce que vous prenez le système, le champ évolutif au Cameroun. Il y a une précarité, une pauvreté, une misère. Les jeunes sont prêts à prendre 4 000, 5 000 francs pour aller voter, puisqu'il y a des bulletins multiples. Le SDF prône les bulletins uniques. Et ça fait partie du code électoral. C'est pour ça qu'il est prioritaire. On ne peut pas commencer une maison à la fois par le toit et par la fondation, l'un ou l'autre. On met en place les fondamentaux, le préalable. Je prends l'exemple simple. Si vous assistez à un match Cameroun-Maroc, à Casablanca, l'arbitre est marocain, dans un match crucial, pensez-vous que le Cameroun va s'en sortir, va gagner le match? Je ne le crois pas. Donc en vérité, les règles du jeu doivent être le préalable de toute chose. Donc, bulletin de toute chose. Nous avons toujours revendiqué, par exemple, l'élection à 2 tours. C'est fondamental. On a réclamé, moi je réclame la majorité à 16 ans.
Puisqu'il y a des enfants condamnés à 15-16 ans, on estime qu'ils ont tué, ils ont volé, donc ils ont la raison pour comprendre qu'ils ont volé, donc ils ont compris la loi, ils sont en prison 16 ans. Moi, j'estime également qu'il faut mettre en place, n'est-ce pas, le bulletin unique, je l'ai rappelé, et aussi une vraie commission mixte paritaire. Quand vous avez dans les commissions de révision départementale ou nationale, 5 représentants de l'administration, 5 de ELECAM et 1 de chaque candidat, mais vous avez déjà la boucle bouclée. Ils vont contrôler le processus. Et si par malheur, l'ami qu'il a mis pour contrôler le camp ne fait pas son boulot, eh bien il a mis en haut un magistrat qu'il a nommé et qui paye. Monsieur Bière, président du RDPC. Le jour venu, parce que la Constitution dit qu'il y a 15 jours pour proclamer les résultats. Je prends le cas de la présidentielle. 15 jours, c'est le délai pour tripatouiller. Eh bien, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Je ne suis pas en train de dire. Il faut que les gens m'écoutent très bien. Que s'inscrire est mauvais. Je dis que dans le contexte sociopolitique de notre pays, il est faux, il est illusoire de faire croire aux jeunes que le simple fait d'être 1 million de plus sur la liste va nous entraîner. Très bien, je suis d'accord. Je voudrais quand même, je suis d'accord. Bon, enfin, peut-être qu'on n'a pas les mêmes messages et tout. En tout cas, en ce qui nous concerne, le message n'a jamais été. Il suffit d'être 10 millions, 15 millions et puis tout est joué. Et si, c'est ça l'opération 11 millions. Cas, 11 millions hein, peut-être que j'ai même entendu le coordinateur de 11 millions dire que c'était le préalable. Or, le 30 août, ce sera l'acte de décès. Mais je voudrais. C'est les saints appuient un bon exemple. On refuse. Vous avez un match de foot. Ah, merci. Vous avez un match de foot où tous les arbitres. Non, c'est pas la priorité. Tous les arbitres appartiennent à une équipe. Si moi, voilà, je reviens sur cette situation-là, ce cas-là. Vous avez un match de foot, tous les arbitres appartiennent à une équipe. Oui. Moi, j'ai dit aux gens, allez au stade, n'est-ce pas, payez vos billets. Oui. Et quand les gens ont payé les billets, et je leur dis, attention, Pas les spectateurs. le match ne peut pas se jouer avec 3 arbitres qui appartiennent à une équipe. Mais c'est la loi, déjà. Non, non. Pour la changer. Oui. Non. Pas pendant. Mais justement, ça veut dire que... Tu ne peux pas changer la loi pendant. Oui, mais sauf que, qui est spectateur ou pas, le match va se jouer et il y aura un vainqueur. Voilà. Donc il y a deux possibilités. Soit, non, on s'en fout de qui sera vainqueur. C'est pour dire que vous soyez présent ou pas, il y aura le match et il y aura un vainqueur. Oui. Mais par contre, si moi je mobilise les spectateurs Oui. à aller au stade, payer leur billet Ils vont changer la loi. et à bloquer, non, ils vont pas changer, mais ils peuvent bloquer le match, ils peuvent arrêter, empêcher. Ils tombent dans l'illégalité. Maintenant, Ben oui. non. Puisque Là, on est dans l'action citoyenne. Non, c'est pour ça que je vous ai dit attention, il y a les Tu bascules standards. dans l'insurrection. Non, je vous ai dit attention, il y a les standards internationaux. Tu fais les droits de l'homme, tu connais, Oui, tu sais de quoi je justement, parle. les lois. Il y a les standards internationaux. Et le Cameroun sait très bien Oui. qu'il n'est pas aligné aux standards internationaux en matière électorale. Et vous Ça vous le savez très bien. Faut changer les Ça lois. veut dire qu'ils savent, c'est plutôt le Cameroun qui est dans l'illégalité avec certaines lois. Donc il faut les changer. Oui, mais bien sûr. Ah, ben voilà, c'est mon combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Camerounais aujourd'hui se mobilisent Oui. Pour changer la loi. pour changer la loi, Très bien. pour bloquer. Donc tu avais moi pour le. Non, mais ça, personne n'a jamais dit. Je vous dis encore que pour avoir de la matière, c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas intelligent de ne pas pousser les gens à s'intéresser. Parce que aller se mettre dans le fichier du citoyen, c'est ce qu'on appelle le fichier du citoyen, ça amène les gens à s'intéresser. Parce que vous savez très bien que le combat que nous menons depuis plusieurs années, c'est d'intéresser d'abord les gens. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui ne s'intéresse même pas à l'élection d'aller se battre pour la En tous les cas, en tout cas, ce qui vous concerne, l'intéressement commence par... stratagème qui ne marche pas. Ça marche. Il a vu au Ça Kenya, marche. M. Raila Odinga a fait inscrire massivement les gens. Voilà la suite. Plus de 1000 morts aujourd'hui. 1000 morts aujourd'hui. Et le Kenya, M. Kenyatta est toujours au pouvoir. Oui, mais les 1000 morts, c'est pas le fait des inscriptions. Non, parce qu'il y a une inscription massive, justement. Eh bien, ça va donner. Non, c'est pas le fait des Mais inscriptions. si. Bon, et écoutez, Philippe et vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Philippe estime que il faut d'abord payer son ticket, aller au stade, et après tenter On a la capacité de bloquer le match. Et personne ne va vous empêcher. Il faut d'abord modifier les règles du jeu avant d'aller au stade. Exactement. Bon, vous n'avez pas à vous mettre d'accord Quand je là-dessus. viens à Kino, c'est la règle du jeu, de départ. Alors, Ben oui, évidemment. alors on va avancer sur la question. Jean-Louis Batoum, sur cet aspect-là, on sort de la question du code électoral, parce que Célestin a indiqué tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de préoccupations
par rapport à ce code électoral, il faut un bulletin unique, il faut une élection à 2 coups, une élection à 2 tours, il faut ramener l'âge de la participation à l'élection à 16 ans. 18, À 16 ans, parce que c'est de 20 ans maintenant. Oui. Voilà. Il faut mettre en place une commission mixte paritaire au niveau de l'ECAM par rapport aux inscriptions. Tout à fait. Et il y a également un élément qu'il aime bien souligner, je ne sais pas comment il a oublié aujourd'hui, c'est la question de la validité du procès verbal. Dont celui qui fait foi, dans celui qui fait foi est celui du président. Alors, sur cette affaire du code électoral, est-ce que vous avez une préoccupation particulière en rapport avec la question du code électoral, ou bien vous dites, ça ne nous préoccupe pas pour l'instant, c'est après avoir fini les inscriptions électorales que nous allons nous y attarder? Pour le moment, nous menons le combat Pour les inscriptions sur les listes électorales. Sans D'accord. toutefois oublier que après la fermeture des listes, c'est le 31 août. Après, on peut parler du code électoral. Vu que je vous ai dit dès l'entame que c'est pas un processus qui prend aussi du temps que les inscriptions sur les listes électorales. On peut se mobiliser, demander si le gouvernement décide, si le gouvernement veut. C'est une question de volonté, la modification du code électoral. C'est une question de volonté. Donc, par contre, les inscriptions... Bon, vous êtes sur le processus de la volonté, d'autres sont sur le processus de la contrainte. Il faut contraindre le gouvernement et... c'est pratiquement la même chose. Hein, d'accord. Alors, sur cette question, André Lombo, on va avancer parce qu'on est pratiquement vers la fin. Il y a, au-delà de la question du code électoral, il y a d'autres éléments qui devraient certainement, de votre point de vue, rentrer dans la stratégie de l'opposition pour 2018. Vous y voyez quoi en premier? Au-delà des inscriptions électorales, au-delà de la modification du code électoral, il y a certainement d'autres éléments qui doivent entrer en jeu. Bien entendu, je l'ai précisé tout à l'heure dans mon propos. Et pour revenir un peu au mouvement des inscriptions, pour rappeler que 11 millions d'inscrits, ça aurait pu être 15, ça aurait pu être 20 millions, tout ça, ce n'est qu'un slogan. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir derrière, en réalité? Qu'est-ce qu'il faut retenir derrière? Quel est le fondamental? Quel est le message qu'on veut faire passer à travers 11 millions, à travers le Cameroun, c'est nous, à travers tous les mouvements qui mobilisent les populations aujourd'hui pour aller s'inscrire sur les listes? En réalité, le message, il est simple. C'est de dire aux gens, vous avez le pouvoir de décider. Vous avez la force du changement. Vous avez la capacité de refaire votre histoire. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et ce travail qui est mené sur le terrain doit amener forcément les gens. Il ne s'agit pas seulement de dire aux gens, venez vous inscrire, ayez votre carte électorale. Non. Vous avez parlé d'une forme d'éducation à la citoyenneté. Effectivement, il y a cette éducation à la citoyenneté qui est très importante dans le processus de réappropriation de la chose politique, qui est fondamentale. Est-ce que dans cette éducation-là, vous soulignez la nécessité qu'il y a, par exemple, de renouveler l'élite politique? Parce que dans la stratégie de l'opposition, il y a certains qui soulignent ça. Votre parti politique est considéré comme un parti jeune. Oui, notre Est-ce parti... que le renouvellement de l'élite politique, pour vous, est un élément sur lequel il faut compter dans cette stratégie de Alors, l'opposition? la question du renouvellement de l'élite politique. Qui est l'élite politique aujourd'hui? Là, on a une question. Qui est l'élite politique? Est-ce qu'il s'agit des anciens barons qui, depuis 1960, sont assis sur le pouvoir au Cameroun, ou bien il s'agit des députés qui sont renouvelés de temps en temps? Moi, je crois que la question du renouvellement de l'élite politique est une question, j'aime dire, secondaire. Tout le monde souffre. Hein. Tout le monde ressent une certaine peine. Tout le monde ressent que le Cameroun ne marche pas tel qu'il devrait. Alors le renouvellement de la classe politique, de l'élite politique, véritablement, ce n'est pas une question primordiale à mon sens. Il faut véritablement œuvrer pour le changement du système. Quitte à ce que ça passe par un renouvellement de certaines personnes, parce que pour renouveler le système, il peut avoir renouvellement de l'élite politique. Peut-être qu'on devrait parler de rajeunissement de l'élite politique. Enfin, voilà. Je sais pas, parce que autant quand on est vieux, on se dit que bon, quand on devient sénile, la capacité à réfléchir diminue. Alors il est aussi important que la classe jeune. Est-ce que cette mobilisation du peuple dans cette stratégie-là ne pourrait pas passer également par le rajeunissement de l'élite politique au Cameroun? Je pense qu'il y a une nécessité. Il y a une nécessité parce que j'imagine mal des mecs. Vous savez, quand on est dans le combat, après ça use. Hein.
ça use et puis on perd de stratégie. Voilà, on n'a plus suffisamment d'énergie. Donc, vous pouvez voir, et ça se voit aussi dans l'espace politicien. Heureusement qu'il y a effectivement ce rajeunissement de l'élite politique. Il y en a. Et on voit bien ça avec le PIOS, avec d'autres formations politiques qui ont quand même une jeunesse active, n'est-ce pas, qui s'affirme. Heureusement, je pense qu'il y a nécessité. Maintenant, il faut structurer ce rajeunissement. Parce que si il y a une nouvelle classe, j'allais dire un rajeunissement de l'élite politique, et qu'en réalité, ce rajeunissement est toujours sous la bannière, n'est-ce pas, des barons, ce que j'appelle les barons, ou alors oui, les anciens, eh bien, ça risque de ne pas marcher. C'est-à-dire, vous semblez dire qu'il peut y avoir un rajeunissement de l'élite politique dans le même système, on n'aura pas bougé. Voilà, mais je crois que, d'ailleurs, mon ami Célestin s'est toujours battu pour faire partie de cette nouvelle élite politicienne. Je comprends, parce que aujourd'hui, son parti, comme d'autres partis de la génération du SDF, il faut le dire, aujourd'hui, on voit plus beaucoup de mouvements parce que justement, ces responsables chefs-là qui hier étaient en mouvement, on voit que d'année en année, ils se sont quand même émoussés. Et donc, il y a moins d'énergie. Et du coup, si au sein de ces appareils politiciens, les anciennes formations politiques, j'appelle ça comme ça, il y a une nouvelle classe qui émerge, je crois qu'il y aura un petit souci. Il y aura un petit souci. Je pense qu'il y a effectivement nécessité, parce que nous qui suivons la scène politicienne, en tant qu'observateurs citoyens, on voit quand même qu'il y a très peu de mouvements. Il y a très peu de mouvements par rapport à 15 ans, 20 ans. Alors, Saint-Germain, c'est un sujet qui est pratiquement tabou dans votre formation politique. Pourquoi tabou? Enfin, je pose la question. Non, pas du tout. Je pense que ce qui prime avant tout, c'est la démocratie. La jeunesse n'est pas automatiquement une vertu. La vieillesse n'est pas automatiquement une tare. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on veut éduquer la jeunesse. Parce qu'elle n'est pas d'avance acquise à la connaissance et aux beaux actes. Si Bruno mène un combat, si M. Bateau, Philippe mène un combat pour la rééducation citoyenne des jeunes, ils me trouveront toujours à les côtés. D'ailleurs, j'ai toujours travaillé avec Philippe. Sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Je suis en train de dire que sur le rajeunissement de la classe politique, ça me semble, c'est pas tellement, comment dirais-je, l'âge. C'est à mon sens la longévité qui pose davantage problème. Il y a une différence entre la longévité et l'âge. Hein? Comprenez? On peut avoir 60 ans, avoir 40 ans de métier politique. Et ça use, comme l'a dit Philippe aussi. On peut être un jeune loup à 65 ans aussi, qui a l'engouement, l'enthousiasme pour entrer en politique, qui remplit seulement un mandat. Ce que je veux dire, c'est que j'espère que le 31 août, les promoteurs des opérations 11 et 15 millions d'inscrits, parce que ce n'était pas un slogan pour eux. Il faut bien comprendre. Maintenant, les partisans disent que c'est un slogan, mais non. Il faut bien les écouter, ce n'était pas un slogan. Pour eux, c'était l'argument pour l'alternance. Donc, je dis que si ils ont l'humilité de reconnaître le 31 août, hein, ils ont échoué, ce qui était d'ailleurs très prévisible. Alors, on n'a pas échoué. Mais c'est dans 7 jours. Hein. Pas du tout, on n'a pas échoué. On n'a même pas 7 millions. On est d'ailleurs satisfait. Alors, les chiffres de l'État sont clairs. Les chiffres de l'État sont clairs. Entre janvier et juillet 2017, il y a eu simplement 117 000 inscrits de plus. Donc ça veut dire que sur le terrain, rien n'a porté. Justement, rien n'a porté. C'est ce que vous croyez. Et les CAM n'ont même pas la capacité, parce que même si il y a une... Absolument. Je ne sais même pas à quel moment est-ce que les CAM devraient publier quelque chose. Le Conseil électoral ne s'est même pas réuni, que ces chiffres ont été publiés. C'est une antichambre du RDPC. Battons d'abord pour ces instruments fondamentaux. Bien, mais c'est ça le problème. Je suis d'accord avec vous, mais sachez que les inscriptions restent aussi une priorité. Parce que le panachage, reste aussi une priorité. Vous prenez l'article 171 du code électoral, le panachage est interdit. Oui, bien sûr. L'article 115, par exemple. Oui, mais il y en a qui réussissent à contourner. On a vu ça avec les élections. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci Jean-Louis Batoum d'être venu. Et bon vent à votre mouvement. Merci beaucoup. L'esprit. En tout cas, pour ce qui me concerne, je vous souhaite bon vent. Dans 7 jours. On va basculer, hein. Infiniment merci d'être venu. Oui, merci de moi. Merci d'être venu, Bruno Lombo. Merci, Duval. Et bon vent au PURS.
Merci également à vous, Philippe Nanga, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.